Je baisse ma tête et je vois donc sur ma jambe droite un feu qui est en train de partir avec des flammes qui sont déjà à 10-15 cm de haut. Quand les flammes montent au niveau de ma gorge, je peux plus crier, j'ai du mal à respirer. C'est quand même incroyable que tu aies survécu à ça. Il y a quelque chose que je me suis répété tout le long de cet accident, c'est reste en vie. Comment tu veux accepter l'inacceptable? Comment tu veux accepter que la vie, elle t'enlève tout d'un coup? D'avoir frôlé la mort fait que du coup, je me rends compte de l'importance de la vie, mais fait que je me sens redevable d'être en vie. Parce que étant donné que je sais à quel point elle est fragile, je veux la vivre à 10 000 %. Bonjour Julie. Bonjour. Je suis ravie de t'accueillir sur le plateau du Portrait de Mentor Show. Merci d'être avec nous. Merci beaucoup. Julie, on te connaît pas mal sur les réseaux, notamment sur Insta, avec ton compte 12 février. Je regardais juste avant le tournage, tu as plus de 650 000 abonnés. C'est assez fou, j'imagine que ça te surprend toi aussi chaque jour. Alors ce qui est rigolo, c'est que bon, alors on n'a pas le même âge, tu en as 28, j'en ai 40, et j'ai demandé à mon entourage, bon, tous âges confondus, à vrai dire, qui te connaissait, et tout le monde te connaissait. Pour des raisons différentes, mais tout le monde te connaissait. Comment t'expliques ça ? Je pense que ça s'explique peut-être par le fait d'avoir voulu médiatiser mon accident, là où cet accident est un accident, est une cause qui est hyper invisibilisée. On parle très peu du combat des grands brûlés. Et j'ai eu la chance de vouloir parler de cette histoire à un moment où on m'a offert une grande médiatisation, donc sur 7 à 8, sur celle de l'éthérien. Et je pense que c'est peut-être ça aussi qui a touché plusieurs âges confondus, plus les réseaux sociaux. Je pense que ça fait peut-être une sphère qui est assez sympa. Alors, on va parler de cet accident que tu as subi il y a plus de 10 ans, 11 ans, je crois, maintenant. Oui, exact. Et on va aussi parler du parcours incroyable que tu as eu depuis et de tous les projets que tu as. Donc, cet accident, tu avais 16 ans. Je sais que tu en as beaucoup parlé, mais mine de rien, c'est important qu'on le raconte à nouveau pour qu'on comprenne ensuite tout ce que tu as développé, tout ce que tu as réussi à accomplir pour te sortir de ce trauma-là. Donc, c'est le jour du carnaval du lycée. Tu te déguises et ton costume va prendre feu. Est-ce que tu veux bien nous redire ce qui s'est passé? Bien sûr, en fait, c'était donc le carnaval de mon lycée, donc j'avais 16 ans, j'étais en première, et avec ma meilleure amie, on décide pour le concours du costume de carnaval de lycée de faire un costume de mouton. Donc c'est un costume qu'on a fait complètement à la main avec donc sur du jean, du scotch double face, des boules de coton, et on a répété donc cette action sur les jambes, sur le corps et sur la tête avec un bonnet. Et la journée se passe tout à fait normalement. À cette époque, je suis fumeuse comme les 3/4 de mes potes, et mes parents le savent évidemment pas. Donc au retour du lycée, j'ai ma meilleure amie d'enfance, cette fois-ci qui n'a pas le même déguisement que moi, qui me propose qu'on fume une dernière cigarette avant de rentrer à la maison. Moi, c'est assez compliqué à ce moment-là, j'ai qu'une envie, c'est de retirer ce costume. J'ai l'impression d'étouffer dedans avec le scotch, etc. Il faut imaginer un costume qui est assez lourd, assez conséquent, très beau, mais assez conséquent. Et donc on se pose en fait avec ma meilleure amie d'enfance, elle est au téléphone avec son chéri, et moi donc je fume ma cigarette, et à ce moment-là, elle pose son téléphone et elle me dit « Meuf, tu prends feu ». Et en fait, je baisse ma tête et je vois donc sur ma jambe droite un feu qui est en train de partir avec des flammes qui sont déjà à 10-15 cm de haut. On me demande souvent quand je raconte cet accident… si tu n'avais rien senti. Ouais, ou même déjà j'avais rien senti, c'est que ça allait très très vite. Et on me demande aussi, mais pourquoi tu n'as pas retiré ton costume? Il faut imaginer que c'est un costume qui est très serré, on n'a pas le temps. Et en fait, je pense que la qualité inflammable du costume fait que en fait, j'ai pas le temps. J'ai même pas le temps de penser à l'enlever. Donc mon premier réflexe, ça a été de me lever et de courir. Mais surtout, tu es dans la rue. Ouais, je suis dans la rue. Donc, t'as pas d'eau, t'as accès à rien. Il n'y a rien du tout. En fait, j'ai pas eu trop de chance, j'admets, parce qu'en fait, on est dans une rue où, à quelques périodes de l'année, sur la Côte d'Azur, il y a une petite rivière qui passe. Sauf qu'à ce moment-là, la rivière, elle est asséchée. Donc, il n'y a pas d'eau. Donc, ouais, je suis dans une rue, mon costume prend feu. Mon premier réflexe, c'est de me lever et de courir, ce qui n'est pas forcément mon réflexe parce que ça attise les flammes. Mais je me dis juste, il faut qu'on éteigne le feu, qu'on essaie d'éteindre le feu. Donc, je me roule par terre. J'ai ma meilleure amie d'enfance qui essaie de m'enrouler dans son manteau, mais qui se brûle une partie du bras, elle aussi. Il faut imaginer que les flammes sont très conséquentes. Et en fait, à un moment, je suis en train de courir et les flammes arrivent à ma gorge, et c'est là que je me rends compte un peu de la gravité de ce qui est en train de se passer. Je pense que l'adrénaline, elle joue un rôle qui est hyper important dans cet accident, mais quand les flammes montent au niveau de ma gorge, je peux plus crier, j'ai du mal à respirer. Je pense que l'inhalation de la fumée plus la chaleur, ça fait beaucoup, donc je prends peur. Et à ce moment-là, une femme descend de chez elle, elle m'entend. Elle arrose les restes du costume, elle découpe mon costume, les pompiers arrivent, mes parents arrivent, les pompiers me font prendre une douche.
J'arrive au camion des pompiers après tout ça. On me met une perfusion qu'on appelle le stop-feu pour éviter que les organes continuent de brûler en interne. C'est ce qu'on ne soupçonne pas sur une brûlure, mais ça peut continuer de brûler. Et voilà, je ferme les yeux et je me réveille du coup 3 mois plus tard de cet accident. Alors on va en parler de ce coma artificiel dans lequel on a dû te plonger pour que tu survives. Mais si on revient un peu sur cet accident, c'est quand même incroyable que tu aies survécu à ça. Tu es dans une rue, il n'y a personne. Il faut trouver une solution et puis finalement tu tombes sur cette dame. Et qu'est-ce qui fait selon toi que tu as survécu? Est-ce qu'à ce moment-là dans ta tête il se passe quelque chose? Est-ce que tu te dis il faut que je survive? Est-ce que tu te dis je vais mourir? C'est mes dernières secondes? Est-ce que tu penses à ce moment-là à quelque chose? Ouais, j'ai du mal à le quantifier, je t'avoue, parce que y a une grosse notion évidemment d'adrénaline et de comprendre que ta vie est effectivement en jeu à ce moment-là. Mais si je dois le quantifier, je dirais que ça s'est passé peut-être en 5 minutes, mais ça me paraît aussi énorme en fait maintenant que je le dis. Sur quelqu'un qui prend feu, c'est fou. Des accidents comme ça, il y a des gens qui en meurent chaque jour, vraiment. Donc j'ai eu beaucoup de chance, mais il y a quelque chose que je me suis répété tout le long de cet accident, c'est reste en vie. Reste en vie, reste en vie, reste en vie. À aucun moment, j'ai vu ma vie défiler. À aucun moment, je me suis dit là, tu vas mourir. En fait, tu restes là. Tu n'as pas le choix, en fait, tu restes là. Et je te le disais consciemment, ça? Vraiment. Pendant que ton corps prenait feu? Pendant que mon corps prend feu, il y a une notion d'adrénaline, de douleur. Je ne peux même pas la décrire, mais il y a ce truc de reste en vie, reste en vie, reste en vie, reste en vie. Et ça reste. Et ce qui est assez fou, c'est que quelques mois avant cet accident, donc j'étais en première, j'avais fait ma rentrée donc en septembre. Et de septembre à février, j'écrivais tout le temps dans mon agenda « Stay alive, stay alive, stay alive ». Et ma meilleure pote, elle se foutait de moi, elle me disait « Mais Ju, qu'est-ce que t'as à écrire ça de partout? À un moment, fais-le tatouer, c'est pas possible ». Et je me suis rendu compte quelques temps plus tard, après mon accident, en rentrant chez moi, que j'écrivais ça absolument de partout. Est-ce que c'était de l'écriture intuitive? Est-ce que c'était une prémonition? Est-ce que c'est ça qui m'a permis peut-être de me mettre dans un mood de tu vas peut-être frôler la mort, mais il faut que tu restes là? Je sais pas, je pense qu'il y a plein de choses qui se passent. Il y a mon amour de la vie. Il y a peut-être un esprit très compétitif aussi. Je suis gymnaste à l'époque et je me dis, je sais pas, là c'est un combat, vas-y, il faut y aller en mode guerrière. Je sais pas ce qui a fait que il fallait que je reste là, mais en tout cas, je suis là, quoi. Mais c'est fou que tu aies écrit ça quelques mois avant l'accident. Tu crois à ce genre de prémonition, de signes, d'intuition un peu exacerbée comme ça? J'allais dire, on peut aussi tourner cette interview sur un axe plus spirituel. On parle de dev perso, on parle de motivation, mais il y a des gens qui se rattachent beaucoup à la spiritualité. En vérité, moi, quand j'ai eu mon accident, j'étais très croyante. Je me suis complètement éloignée de la religion après mon accident parce que je me suis dit que si ça m'était arrivé, c'est que y avait peut-être pas de Dieu, de force au-dessus, clairement. Mais bizarrement, en pensant tout ça, je me suis quand même rattachée à une forme de spiritualité, à l'univers, on appelle ça comme on veut. Mais je me suis dit, ça m'est peut-être arrivé pour transmettre quelque chose et cette écriture intuitive, elle en dit beaucoup. Et puis j'ai d'autres choses. Ma mère, tu vois, elle était fan des X-Men. Elle passait sa jeunesse à dessiner Jean Grey. Donc c'est genre la femme phénix dans les flammes. Toute sa vie, toute sa jeunesse, ma mère, elle dessinait une femme en feu. Et il a fallu que ce soit peut-être sa fille qui prenne feu, je sais pas. Tu vois, mais il y a des trucs quand même inexpliqués où tu te dis, est-ce qu'il n'y a pas une part de destinée là-dedans? Ok. Peut-être. Tu disais que depuis que tu es petite, tu étais assez persuadée que tu aurais une vie un peu différente de celle des autres. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment ça t'est venu? Je suis incapable de te dire comment ça m'est venu, mais c'est vrai que depuis que je suis toute petite, je sais que ma vie serait différente dans le sens où, moi j'étais hyper fan de Laurie, j'avais mes fans, j'étais une fangirl de Tokyo Hotel et tout. Et je sais pas, en fait, en voyant ces personnes-là, en les voyant dans une notoriété, etc., il y avait quelque chose en moi qui résonnait assez fort de il y a peut-être un moment où j'aurai une voix et où je pourrais transmettre des choses. Alors évidemment, à 8 ans, je pensais que j'allais être Laurie Pester et que j'allais chanter Ta meilleure amie sur scène, moi aussi, mais c'est un petit peu différent. Mais peut-être que c'est cette voix intérieure qui m'a aussi amenée à ce chemin-là, à vouloir transmettre après l'accident, à vouloir en faire un compte Instagram, à vouloir en tout cas suivre la voie que depuis petite, ça m'appelle. Tu le disais, les minutes qui ont suivi ton accident, donc on te plonge dans un coma artificiel pour que tu survives. Donc tu vas disparaître en vrai de la surface du monde pendant 3 mois. Tout ton entourage, lui, reste autour de toi. Comment on traverse? Ça fascine en fait le coma et les gens qui ont traversé ces comas-là. Est-ce que le ressenti au final, c'est comme une grosse nuit de sommeil? C'est ça qu'on se demande quand on fait un coma comme ça de 3 mois. C'est la question franchement, c'est la question qu'on me pose le plus et qui intrigue le plus, je pense. Oui. C'est une grosse nuit de sommeil dans laquelle tu rêves beaucoup. Mais tes rêves, tu t'en rappelles quand tu t'es réveillée?
Ouais. Ou tu avais la conscience pendant le coma? J'avais la conscience pendant le coma et en fait c'est... Alors, comment je vais te décrire ça? Le coma, c'est... J'aime bien dire que c'est un peu deux réalités. Il y a la réalité de celle de mes parents où je suis endormie, allongée dans un lit, je suis dans le coma, ok. Et il y a ma réalité dans laquelle je sais que mes parents viennent me rendre visite parce que j'ai une conscience qui fait que je les entends. Ok. Mais je suis prisonnière de mon corps est out, mais ma conscience est là. Par contre, quand je rêve puissance 1000, c'est un peu comme on s'endort, on rêve, on fait un rêve tellement fou qu'on se lève le matin en mode « Wow, j'étais où là? Enfin, est-ce que ça s'est vraiment passé ?» Le coma, c'est ça, mais puissance 10 000. Il y a les drogues, il y a plein de choses qui nous font halluciner, mais il y a quand même un truc que moi, j'arrive pas à expliquer, c'est que quand on rêve, on est tellement conscient de son rêve qu'on a l'impression de vivre une seconde vie dans le coma. Et je pense que ça, c'est aussi ce qui m'a fait perdre la notion du temps. De quand je me suis réveillée, quand on m'a annoncé que j'avais dormi pendant 3 mois, en fait, on prend la claque de sa vie, quoi. On prend la claque de sa vie et on a du mal à réaliser que justement, pendant 3 mois, on a disparu un peu de la surface de la Terre, mais qu'on vivait quelque chose de parallèle à côté. Moi, mes rêves étaient tellement puissants qu'en rêvant que le cheval de ma mère était dans notre jardin, alors qu'à la base, il est dans un pré à 1 heure, en rêvant qu'elle avait eu un 4e enfant, en rêvant que mon grand frère s'était marié et qu'à son mariage, il y avait Justin Bieber. Pourquoi trop stylé. Why not? Quand je me suis réveillée, j'ai demandé à ma mère où était mon autre frère, où était le cheval. C'était des choses qui étaient hyper ancrées et hyper réelles pour moi et où j'ai eu l'impression d'avoir des vies un peu parallèles pendant ce moment-là. C'est assez fou. Est-ce que tu as lu beaucoup de littérature sur le coma? Parce que je me dis, quand tu te réveilles, ça doit être extrêmement traumatisant. On t'annonce que tu as dormi pendant 3 mois, que tu as complètement disparu. Et psychologiquement, comment tu t'es sortie de tout ça? Parce que raconte déjà le jour où tu t'es réveillée. Ouais. Quand je me réveille, la première chose que je demande entre guillemets, parce que j'ai une trachéo, en fait je suis sondée de partout. J'ai des bandages de partout, on a je du suis mal à sondée imaginer. de partout, on a du mal à imaginer, mais j'ai aucune photo qui pourrait traduire en fait l'état dans lequel j'étais, mais en fait je suis bandée de la tête aux pieds, j'ai plus de cheveux, je suis passée de mon poids de forme à l'époque, c'était peut-être 48 kilos, j'en pèse 30, tu vois. Je suis bandée de partout, j'ai une sonde dans le nez, j'ai une trachéo, donc j'ai un trou dans la gorge avec la trachéo qui m'aide à respirer, des câbles de partout. En fait, quand je me réveille, donc je peux pas parler en plus de ça, je suis inerte, genre juste j'ouvre les yeux et je sais que je fais comprendre aux infirmières genre d'appeler mes parents et de leur dire que voilà, en fait, je suis là. Ça y est, je suis là. Et en fait, le coma artificiel, c'est un peu spécifique parce que c'est aussi la volonté des médecins de petit à petit te sortir d'un état végétatif, si je peux dire, vu qu'on est maintenu avec des médicaments, ce qui diffère beaucoup d'un coma réel, si je peux dire. Mais voilà, ce qui a prolongé ce coma, normalement, tu vois, un coma d'un grand brûlé dure à peu près 3 semaines. Le pourquoi d'un coma de 3 mois, c'est que j'ai eu des fièvres à 43 degrés qui ont failli me coûter la vie. Ils pensaient que j'avais des infections du sang, donc ça a été très très long. Est-ce que j'ai lu? Non. J'ai pas eu besoin de savoir, mais je pense que j'ai pas eu besoin de savoir grâce à mon père qui, dans l'espoir que je me réveille, sans savoir si j'allais vivre ou mourir pendant 3 mois, a écrit tous les jours ce qui se passait pour que le jour où je me réveille, si un jour je me réveillais, je puisse ouvrir le journal de mon coma et lire chaque jour ce qui se passait, les soins qu'on me faisait. Et en fait, mon père, il a aidé à combler avec ses mots ce que j'appelle le trou noir de ma vie. Et puis, moi, j'aime bien dire que mon père, franchement, ça a été un héros. Enfin, rentrer chez soi, à chaque fois c'était 1h30 pour venir à l'hôpital, me voir peut-être 1 heure, repartir 1h30. Mon père, il bossait encore à ce moment-là, il n'était pas en arrêt. Rentrer, avoir la force d'écrire sur ce qui s'est passé, chaque chose qu'on a fait, en espérant que je me réveille. Enfin, mon père, ça a été... Ouais, ça donne un peu des frissons, ça serre un peu la gorge. Est-ce que tu penses que ça l'a aidé, l'écriture? Je suis sûre que ouais. Je suis sûre qu'il y avait... En tout cas, je pense que ça a maintenu l'espoir que je le lise. Il l'écrivait dans l'espoir que je le lise. Et peut-être que c'est ça aussi, cette force de se dire, elle va se réveiller, qui a fait que voilà, j'étais là aussi. Comment ta famille traverse ces 3 mois? Enfin, comment on passe les minutes, les heures, les secondes? En fait, on parle souvent de la victime, tu vois, sur un accident, mais on parle très peu des accompagnants. On n'aide pas assez les accompagnants encore. Et forcément, quand il y a un accident, quand il y a un drame, quand il y a une maladie, un cancer, peu importe, on est centré sur la victime. Parce que c'est la victime qui souffre. Et on ne soupçonne pas à quel point l'accompagnant peut souffrir. Parce que l'accompagnant n'a qu'une envie, surtout des parents, se mettre à la place de l'enfant. L'amour est tel, je ne sais pas, je ne suis pas maman, mais l'amour est tel pour ton enfant que tu aimerais être à sa place. Tu aimerais être à sa place, tu aimerais prendre toute sa douleur et ça, ce n'est pas possible. Et
Et moi, en fait, à ce moment-là, en tout cas, quand je me réveille, quand je vois mes parents, en fait, je comprends, j'ai pas le droit à la base d'avoir un miroir. On me préserve énormément. Il y a un suivi psychiatrique, psychologique. Ouais, tu m'étonnes. J'ai 16 ans. On te montre pas du jour au lendemain comment t'es brûlé. On te montre pas du jour au lendemain que tes cheveux que t'avais jusqu'aux fesses, que t'adorais, il y en a plus. On prend le temps. Mais en fait, ce qui a été très dur pour moi, c'est de réaliser ma différence dans les yeux de mes parents. Ouais. Et quand je voyais la souffrance dans les yeux de mes parents, je me disais, waouh, ok. Et moi, ça m'a tué. En fait, ça m'a tué de voir à quel point mes parents ils avaient souffert. Et ça m'a tué à quel point de voir comment chacun a réagi différemment. Mon père, il a tout pris. Il a porté le poids de toute la famille. C'est lui qui conduisait, qui faisait les allers-retours sous la neige pour venir me voir 1h30, 1h30. Il était éclaté de fatigue. Ma mère, elle a tout lâché. Ma mère, elle avait plus la capacité. Elle voulait, enfin, si elle pouvait, elle aurait pu dormir au pied de mon lit tous les soirs, tous les jours, elle l'aurait fait. Ma mère, elle était éteinte. Et elle attendait qu'une chose, c'était que ça aille mieux. Ouais. Sans aucune garantie au final. Sans aucune garantie. Et puis sans savoir, qu'est-ce qu'on connaît des brûlures en 2013 ? En 2013, il n'y a pas 12 février qui parle et qui démocratise l'histoire. On ne sait pas ce que c'est des brûlures. En 2013, quand on va sur Google et qu'on tape évolution de brûlure, on tombe sur des coups de soleil et c'est réel. Donc c'est hyper traumatisant pour eux. J'ai mon petit frère qui avait 11 ans qui a complètement arrêté de parler parce que c'était le petit dernier de la famille et que finalement toute l'attention qui était sur lui se reporte sur moi. Et j'ai mon grand frère, c'est ma moitié, genre on a un an et demi d'écart, on a grandi ensemble et du jour au lendemain, on lui pète un peu sa sœur jumelle et on ne sait pas si elle va vivre ou mourir. Donc en fait, moi, quand je réalise tout ça plus tard, je me dis, j'ai pas le droit d'aller. En fait, je me dis, ils ont déjà assez souffert et j'ai plus le droit d'aller mal. Quand je rentre à la maison, je me dis, là, il faut qu'on aille de l'avant, il faut qu'on avance, il faut que je garde la face, il faut que je retourne au lycée, il faut que je reprenne la gym, il faut qu'on retrouve toute notre vie d'avant. Ça a été ma mission, ça a été de me dire, la vie d'avant, on va la retrouver. Même si je savais au fond de moi que c'était foutu, je me suis dit, pour eux, je vais faire en sorte de sourire, de retourner au lycée, de reprendre la gym. Et je me suis battue pour eux, en fait. Mais est-ce que le fait de faire en sorte, c'est un peu la méthode Coué, mais tu y arrives ou finalement tu perds un peu des plumes parce que c'est difficile d'aller bien pour les autres on va pas bien, on peut pas aller bien quand on a vécu un truc comme le tien. Bah, tu sais quoi ? Je m'en suis pas rendu compte pendant 10 ans. Et j'ai pris le retour du bâton cet été. Cet été ? Cet été. En fait, pendant 10 ans, j'ai pas touché terre. Pendant 10 ans, j'ai fait passer en prio mes parents, les anniversaires, la famille, tout en fait, tout. Ils ont toujours été ma priorité de me dire je vais me battre pour eux, je vais faire les émissions pour eux, les 7 à 8, les Salut les Terriens, me retrouver avec Ardisson, avec Bafi qui me fait des vannes sur mes brûlures. Elle est folle cette émission, et en fait, je suis là et j'encaisse en fait. La vanne de Bafi a été coupée d'ailleurs, mais je suis là, j'encaisse, j'ai 20 ans et je me dis je le fais et je vais au bout. Et puis il y a une part de destinée où je me dis cet accident il m'est arrivé mais je vais en faire quelque chose, je vais transmettre, je vais aller de l'avant et bam et bam et bam. Et puis à côté de ça il y a les réseaux, il y a la visibilité qui augmente, donc tu as des projets de fou. Je pars en mission humanitaire avec Greenpeace, je pars en mission humanitaire avec le frère de Marion Cotillard sur Solidarité Internationale en Colombie. Et en fait tu touches pas terre, t'avances et tu transmets et tu as des gens qui sont là mais merci, ils te croisent dans la rue, ils te pleurent dans les bras et tu dis waouh c'est trop bien ce que je fais, c'est trop bien. Puis, sauf qu'il y a un moment en fait ça pète, il y a un moment c'est inévitable, ça explose et ça a explosé cet été en fait. Qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai pris le retour du bâton. J'ai pris le retour de tout ce que j'ai jamais traité, tout ce que j'ai, tu vois, genre j'ai tout mis dans le, tu vois le tapis, je l'ai levé et j'ai fait vas-y, c'est pas grave. Mais bizarrement, sans en avoir conscience, parce que en fait, si on avait fait cette interview avant cet été, tu vois, on aurait fait cette interview en mai, j'aurais tenu ce même discours, mais je t'aurais jamais parlé de ma vulnérabilité. Donc c'était trop bien pour mon talk show. Tu vois, j'aurais été là, attends, la motivation, t'inquiète, machin, on va de l'avant. Oui, ça a été dur, je minimise pas du tout ce que j'ai eu. Mais voilà, la part de destinée, trop bien. Justement, là, aujourd'hui, je peux te dire aussi qu'il y a un moment, ça a ses limites, en fait. Il y a un moment, ça a ses limites et j'ai compris à mes dépens que la vraie force, elle réside aussi dans la vulnérabilité, tu vois. Et dans le fait d'accepter qu'à un moment, pendant 10 ans, j'étais en mode survie. J'étais en mode survie pour moi, j'étais en mode survie pour mes parents. Et puis parce que de toute façon, comment tu veux accepter l'inacceptable ? Comment tu veux accepter à 16 ans que tu étais tout ce qu'il y a de plus dans les standards de la société, que tu es une gymnaste avec une taille 34, que tu as les cheveux longs jusqu'aux fesses, que tu as des grands yeux bleus, que tu n'as aucune imperfection, pas d'acné. Moi, je ne connais pas la différence en fait, encore moins au lycée, tu vois. Comment tu veux accepter que la vie, elle t'enlève tout d'un coup ? Donc en fait, t'avances. T'avances pour tes parents, t'avances pour ta famille. Moi, ce qui m'a aidé, c'est mon entourage, d'avoir une famille hyper soudée, de me battre pour eux. Et puis à un moment, je pense que le tapis, tu sais, il y a tellement de poussière en dessous que... Comment ça s'est manifesté, ce retour de bâton ? Comment t'expliquer ? Genre, ça m'est tombé dessus.
Et j'ai pas compris ce qui se passait. Tu pouvais plus sortir de chez toi, enfin comment Grosse crise d'angoisse. Ok. Grosse crise d'angoisse. Et je suis pas du tout à la base une femme qui est angoissée. Enfin, je croyais. Parce que ça faisait partie aussi de ma force. Mais enfin, pour moi, j'étais pas du tout une femme anxieuse. D'ailleurs, j'ai beaucoup de potes qui font des crises d'anxiété. Et j'étais la première à les réconforter, à leur prendre la main. Moi, j'avais pas capté que mon hypervigilance, imaginer les drames de la vie. Ou genre, quand mon mec, il me dit je rentre dans 10 minutes et qu'au bout de 15-20, il n'est pas là. Je suis en mode comme ça sur le canapé. Moi, je savais pas que ça, c'était de l'anxiété. Pour moi, c'était normal d'anticiper les drames de la vie. Pour moi, c'était normal d'imaginer l'enterrement de mes grands-parents. Mais en fait, c'est de la suranticipation de ce que tu voudrais contrôler et qui est incontrôlable. Les aléas de la vie, c'est incontrôlable. Et ouais, ça a pété comme ça, du jour au lendemain, une crise d'angoisse, une crise de panique. Je savais plus qui j'étais, je savais plus où j'étais. En fait, c'est comme si quelqu'un avait appuyé sur un bouton en mode on éteint tout. Là, tu fonces droit dans le mur, en fait, on éteint tout et ça peut pas continuer comme ça. Et il y a un moment, tout ce que tu as mis sous le tapis, ce tapis, va falloir le lever là et il va falloir prendre 10 ans de ce que tu as mis dessous. Et c'est tellement long et c'est tellement dur. C'est hyper dur parce qu'en fait, là, aujourd'hui, du coup, j'ai entamé une thérapie. Ouais. Mais tu n'avais pas entamé avant ? Non. Non, c'est pas vrai. En fait, c'est ça qui est assez fou, tu vois, c'est que si on avait fait cette interview avant, si tu m'avais posé la question, mais du coup, tu n'as pas eu de suivi et tout, je t'aurais dit, j'ai eu un suivi à l'hôpital, psychologique, psychiatrique, j'étais sous antidépresseurs, sous anti-anxiolytiques, donc j'ai connu tout ça. Ouais. Mais quand je suis sortie de l'hôpital, vu que j'étais dans cette dynamique de je vais aller mieux. Et puis on est en 2013, genre voir un psy en 2013, c'est pas voir un psy aujourd'hui. C'est pas du tout autant démocratisé. De voir un psy en 2013, tu as l'impression d'être un peu taré, genre tu comprends pas, d'avoir un gros souci. Genre la santé mentale, c'est pas un sujet à ce moment-là. Pas du tout. Et donc du coup, quand je sors de là, je me dis, bah non, aller voir un psy, c'est dire que je vais mal, c'est admettre que je vais mal. Donc ça sort. Et mes thérapies, je les trouve ailleurs. Donc ça, je te l'aurais affirmé avant cet été. Je t'aurais dit, j'ai trouvé mes thérapies ailleurs dans le sport, dans mes potes, dans mes soirées, dans mon taf, dans plein de choses, dans les réseaux, dans trouver une voie, et voilà. Et donc en fait, aujourd'hui, j'ai compris avec le recul l'erreur de ne pas avoir suivi une thérapie. Mais à la fois, comme dit la personne qui me suit, tu vois, j'aurais pu entamer une thérapie avant, ça aurait rien fait. Parce que j'étais tellement persuadée et tellement identifiée à la femme forte et à la femme non vulnérable que voir un psy ne m'aurait servi à rien. Donc j'ai dû commencer ma thérapie. Et c'est tellement long parce que c'est prendre 10 ans de ce que j'ai mis au placard. Et aujourd'hui, le placard, il explose un peu. Et donc, c'est redéfaire chaque carton qui était rangé, mais pas trop au bon endroit, quoi. Mais tu es obligée de passer par là maintenant. Ouais, je suis obligée. Ouais. Alors, tu sais, le principe de l'émission, je t'ai demandé de choisir des photos qui te tenaient à cœur. Ouais. Alors, normalement, c'est 2, puis toi, tu m'en as amené 3. Donc, tant mieux, c'est pour mon plus grand plaisir. Alors là, on te voit, j'imagine que ce sont tes frères. Ouais. À quelle période on est là Là, c'est en novembre. Ok. En novembre. Et pourquoi tu as choisi cette photo ? Parce que c'est mes tout, quoi. C'est mes tout, c'est pour eux que je me suis... C'est pour eux que... Je vais chialer si je la regarde, donc je la regarde pas. Je vous montre à vous. Okay. Non, c'est mes tout. C'est pour eux que je me suis battue. Je sais pas, tu vois, genre c'est instant, mais ils font partie de moi. Et tu vois, dans chaque moment, même cet été, franchement, je me suis sentie... J'étais tellement au fond du rack, tu vois, j'étais dans le vide complet, je savais pas ce qui m'arrivait. Et qu'est-ce qui me tient à chaque fois ? C'est les gens que j'aime, en fait, comme tout le temps. Et je trouve que l'entourage est hyper important. Et je pense qu'il n'y a rien de plus dur que d'être seul, vraiment seul, tu vois, parce qu'il y a des gens qui sont seuls. Oui. Être seul dans des périodes où tu dois relever la tête, c'est compliqué. Moi, je sais que j'ai de la chance d'avoir un entourage et d'avoir su m'entourer aussi des bonnes personnes. Parce que cet été, ce qui t'est revenu, est-ce que c'est quoi ? Ce sont des traumas de l'accident ? Ce sont des choses sur ton physique, sur ton corps, non. sur ton... Qu'est-ce qui te... Je pense que c'est beaucoup te clouer au sol. C'est beaucoup plus profond que ça. C'était juste, je sais plus qui je suis là. Okay. Je sais plus qui je suis en fait. Je sais plus qui je suis, je sais plus ce que je veux. Tout mon partage sur les réseaux, j'y trouvais plus de sens, tu vois. Tout ce qui m'animait, tout ce dont j'étais sûre, on a tout éteint, on éteint tout là. Et on reprend point par point ce qui est vraiment important pour toi. Les réseaux, ok, mais pourquoi tu le fais ? Pourquoi tu le fais ? Parce que les réseaux, tu vois, au début, j'ai commencé pour raconter mon histoire. Ouais. Et puis, au final, ça a aidé les autres et tout. Mais au final, je me suis tellement identifiée à mon histoire. Est-ce qu'il n'y a pas un moment où on n'en a pas marre un peu d'être 12 février, tu vois ? Est-ce qu'à un moment, Julie, il n'est pas temps qu'elle reprenne sa place aussi ? Et je crois que, tu sais, c'était toute la jonction entre 12 février et Julie Bourges. La jeune adolescente qui a dû se battre, qui a dû
sortir les rames et qui a ramé. Et il y a un moment, Julie, bah, elle a créé sa stabilité, tu vois. Julie, elle va se marier, elle a sa maison, tout va bien, elle a ses parents, elle est heureuse, elle est comblée, elle gagne sa vie. J'ai une stabilité financière de fou, tout va bien en fait dans ma vie, tu vois. Et peut-être au moment où je me sens vraiment en sécurité, il y a 12 février qui est là en mode ah, Ouais, ça va finir par exploser. En fait, le truc, c'est avant mon accident. C'est une sorte de schizophrénie en fait avec l'avatar du réseau social. En fait, c'est un peu ça. Enfin, en tout cas, moi, ce que je pense, c'est avant mon accident. Tu vois, en plus, j'avais jamais pensé. Je viens de faire le lien là en parlant avec toi, donc c'est trop cool. Mais avant mon accident, j'étais en sécurité. J'étais dans une bulle et j'étais en sécurité. Et cette bulle, la vie, elle est venue et elle a fait genre pic et tout a explosé. Et je pense que là, je me sens à peu près dans la même sécurité où tout va bien. Et je pense qu'intérieurement, il y a un truc en moi de c'est pas normal. Et donc, il y a quelque chose en moi de il va se passer quelque chose. Donc, il faut que tu te protèges. Et je crois que c'est ça que j'ai vécu cet été. C'est une lutte un peu, comme tu dis, tu vois, entre deux entités peut-être. Alors, tu l'as dit, hein, très vite, tu as créé ton compte Insta et puis tu as raconté beaucoup ton parcours. Tu t'es exposé très vite. Est-ce que c'était une manière, je me suis demandé, alors même si tu n'as pas fait de thérapie, etc., mine de rien, ça t'a quand même servi parce que tu t'es confronté finalement au regard qu'allaient avoir les autres en fait maintenant sur toi. Je me suis aussi posé beaucoup la question en préparant cette interview de comment on regagne sa féminité. Déjà en tant que femme, c'est le travail d'une vie de s'accepter avec toutes les étapes que vivent les femmes dans leur vie, voilà, l'adolescence, la puberté, les règles, la grossesse, la ménopause, etc., etc. L'âge qui grandit. Et je me dis là, quand tu te retrouves comme ça sur un lit d'hôpital, un corps, en fait, voilà, t'as plus aucun attribut de féminité. Je t'ai pas demandé d'ailleurs, mais ta poitrine, enfin tous ces... J'ai eu beaucoup de chance, ouais. Ok. Ouais, Et je me dis comment t'as regagné petit bout par petit bout une forme de confiance et te ressentir femme, ça doit être tellement long. C'est tellement long. Ouais. C'est tellement long. En vrai, je suis encore dedans. Hein. Ok. Franchement, je suis encore dedans. La volonté déjà d'exposer mes cicatrices, il y a démocratiser l'accident. Il y a le fait, genre, en exposant mes cicatrices, de montrer aux autres qu'on finit par en guérir et qu'on finit par les accepter. Quand bien même au début, c'est pas vrai. Mais je pense que je m'auto-persuade du truc. Démocratiser l'accident. Et je pense que j'ai besoin de la validation des gens. J'ai besoin de la validation des gens parce qu'à ce moment-là, moi, je vis sur la Côte d'Azur. Je t'apprends rien. La Côte d'Azur, c'est une région où on se regarde beaucoup. C'est une région un peu de paraître. C'est le Festival de Cannes et le Grand Prix de Monaco. Et puis, il fait très beau. Donc, il fait très beau, on est dénudés. Voilà, c'est la vie méditerranéenne. Enfin, tu vois, c'est la Dolce Vita, la Côte d'Azur. Et donc, et puis, il n'y a pas trop de différence sur la Côte d'Azur. Tu vois, je sais pas, c'est... Bon, bref. Et je connais pas la différence, moi, quand j'ai 16 ans. Et donc, du coup, quand tout bascule comme ça et que je prends et que je confronte le regard des gens à 16 ans en comprenant dans leurs yeux que je suis différente et que je vais le rester toute ma vie sur la Côte d'Azur, enfin, je te jure, enfin, même partout en France, je veux dire, mais j'ai l'impression d'être un monstre, en fait, quand on me regarde. Alors, bien sûr, tu as des regards différents, tu as des regards d'incompréhension, de soutien, d'amour, de tristesse, de pitié. Mais en fait, moi, tout ça, c'est un trop-plein, c'est intolérable pour moi. J'ai 16 ans et je me dis, mais je veux pas ça dans ma vie. Je veux pas ça, moi je veux passer inaperçu en fait, je veux pas qu'on me regarde. C'est très marrant de dire ça, hein, que je passe pas du tout inaperçu, mais en tout cas c'est ça. Et après, la féminité. Ouais. En fait, tu vois, déjà, il y a eu, je pense que le vrai symbole de ma féminité, déjà, ça a été ma peau. M'être connue avant avec une peau qui était parfaite et voir la différence avec la peau que j'avais aujourd'hui, donc la peau d'une grande brûlée. Ça a été trop dur pour moi et vu qu'il n'y avait aucun modèle de représentation à cette époque-là, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis cachée. Donc ça veut dire que pendant 5 ans, j'ai mis aucune robe, aucun short, aucune jupe et tous les signes un peu que tu peux attribuer à la féminité, en tout cas en 2013, tu vois, c'est au placard. Donc ça, pour moi déjà, ça sort. Je me maquille de fou. Mais genre, je passe vraiment des journées dans les Sephora à demander conseil aux nanas de comment je peux enlever les cicatrices rouges, prends un correcteur vert, etc. Et on apprend, enfin je demandais vraiment aux nanas de Sephora de m'apprendre à cacher mes cicatrices. Et donc on est dans un moment où tu vois, je mets le correcteur vert, je mets de l'anti-cerne par-dessus, après je prends un fond de teint compact, ensuite je poudre dessus pour éviter que ça bouge au maximum, tu sais, je cherche toutes les solutions possibles. Et le deuxième truc que j'ai dû gérer, ça a été mes cheveux. Et donc, j'avais les cheveux hyper longs avant mon accident. On me rase la tête à l'hôpital. Et donc, je retourne au lycée parce que j'ai qu'une envie, c'est de retrouver mon autonomie d'adolescente qui aime la vie, qui fume des clopes et qui fait des soirées. Bon, voilà. Et en fait, j'y vais avec une perruque sur la tête, une écharpe autour du cou.
Terrible dans cette période de construction de soi. C'est ouf, tu vois. Il y a 16 ans, au moment où tu es censé te construire le plus, et à un moment, j'enlève ma perruque. Et en fait, j'ai les cheveux courts à la Miley Cyrus, époque en plus Wrecking Ball, nickel. Donc bon, et en fait, si tu veux, je me dis, il y a un truc en moi où je me dis, plus mes cheveux vont pousser, plus je vais retrouver la Julie que j'étais avant. Et ça, c'était pas vrai, en fait. Mais pendant longtemps, j'ai associé ma féminité à mes cheveux. C'est-à-dire comme une plante qui repousse. Je te jure, c'est ça. Tu vois, et plus mes cheveux poussaient, plus je me disais, bon bah voilà, je retrouve un bout de moi. Et puis en fait, tu te rends compte que c'est complètement désillusoire et que en fait, c'est pas en attendant que tes cheveux poussent que tu les récupères. Mais une femme qui a eu le cancer peut me comprendre à 1000% sur ce que je raconte. Et tu vois, bah, il y a pas longtemps, j'ai décidé de couper mes cheveux et ça a été un énorme step pour moi de me dire, en fait, ta féminité passe pas par là, ni par ta peau, ni par. Enfin, la féminité, c'est juste ce que tu représentes et ce que tu en fais. Donc, tous tes symboles de féminité, là, on va essayer de s'en détacher un petit peu, quoi. On parle beaucoup, tu sais, et donc forcément toi aussi, de s'accepter, etc. Mais il y a une injonction, je trouve, à devoir s'accepter au final, alors qu'en fait c'est à tout prix, alors qu'en fait c'est super dur. Est-ce que finalement il ne faut pas accepter un jour qu'on ne s'acceptera jamais vraiment? Exactement. Bah, moi je le dis souvent, pour moi l'acceptation c'est accepter qu'il y a des choses que tu n'accepteras jamais. Moi, il y a des cicatrices, il y a des parts de moi que j'aurais toujours du mal à accepter, peut-être par rapport au regard des gens, par rapport au regard que je me porte à moi-même aussi. Il est comment ce regard que tu portes sur toi-même? Aujourd'hui, il va mieux, mais je sais ce que c'est que de s'être regardé dans un reflet à vouloir frapper le miroir, ouais, tu bien vois. sûr. Il y a trop d'injonctions à l'acceptation, et c'est pour ça que, tu vois, au début, sur mon compte Instagram, j'étais très positive, très motivante, très « si je l'ai fait, tu peux le faire aussi, j'y suis arrivée, et j'avais pas de clé, et machin », et en fait… Ça, c'est faux parce qu'en fait, ouais, c'est vrai, mais on n'a pas tous les mêmes clés, tu vois. Ouais. On n'a pas tous les mêmes clés, on n'a pas tous le même entourage, on n'a pas tous la même éducation, on n'a pas tous été gymnastes, on n'a pas tous fait du sport, à apprendre que quand tu tombes, tu dois te relever. Et du coup, je suis beaucoup plus douce aujourd'hui dans ma manière, je grandis en fait aussi, tu vois. Et je suis plus douce dans ma manière d'aborder les choses et ça va de pair avec l'acceptation. Tu vois, moi, à chaque fois, là, on est en hiver. En hiver, bah, on est tous là avec des sweats, des jeans, des manteaux, trop facile. Moi, je passe. Alors là, par contre, dans la rue, je passe inaperçu et c'est trop cool. Mais mets-moi dans la rue en plein été, quand j'ose du coup maintenant reporter des shorts, des t-shirts, à chaque fois, quand on sort de l'hiver et qu'on rentre dans le printemps, et que je dois remettre un débardeur et sortir dans la rue, tu vois, je suis là en mode… C'est l'angoisse. Ça me trigger encore, tu vois, enfin, c'est normal. Tu vois, tu te dis, bon bah voilà, allez, c'est reparti, on refait une boucle. Qu'est-ce qu'ils regardent les gens, tu penses? Bah, l'avantage, c'est trop drôle, c'est Mimi Mati qui disait ça dans une de ses interviews. Et je ne savais pas, mais on dit les mêmes choses. C'est trop drôle, tu vois. Elle disait dans une de ses interviews que aujourd'hui, pour elle, sa notoriété, c'est son plus grand bonheur. Ça a été son plus grand bonheur et ça a été très salvateur, cette lumière qui a été mise sur elle. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, elle ne sait plus si dans la rue, on la regarde parce qu'elle est petite ou si parce que c'est Mimi Mati. Parce que c'est Mimi Mati. Et en vrai, pour moi, c'est pareil. Et je dis souvent, c'est ça, c'est aujourd'hui, est-ce qu'on me regarde parce qu'on m'a reconnue et qu'on a vu mon émission d'hier sur TF1 ou est-ce qu'on me regarde parce que je suis différente? Et en fait, le fait d'avoir juste une autre notion de ce que peut être le regard de quelqu'un fait que tu peux avancer un peu plus avec ce regard des gens. Quand tu marches dans la rue aujourd'hui, tu le captes, quand quelqu'un te regarde, est-ce que tu te dis oula, qu'est-ce qu'il pense, etc. Ouais, tout le temps. Tout le temps. Ouais, t'oublies pas le regard des gens. Moi, ce qui est marrant, c'est que moi, j'oublie que je suis brûlée, par contre. Ok. Mais les gens te le rappellent. Les gens te le rappellent tout le temps par les regards, par le poids, des fois, qu'ils peuvent mettre aussi dans leurs yeux. Ce qui est le plus dur pour moi, c'est le regard des enfants. Oui. J'ai trop du mal avec le regard des enfants et j'arrive pas encore à gérer ce truc-là. Je pense que dans les enfants, il y a une part de vérité absolue, de vérité innée. Et en même temps, il n'y a jamais trop de dégoût dans les yeux des enfants parce qu'une fois que tu as expliqué, c'est vrai, ils oublient. Absolument. Tu vois. Mais j'ai encore un peu de mal à gérer ça et ouais, c'est assez dur. Alors on a beaucoup parlé de féminité, on peut aussi parler d'amour et de la relation forcément avec les hommes. Donc au début, je crois que tu dis, bon moi je plus du tout de copains. Et est-ce que tu te souviens à quel moment tu te remets un peu dans le… En fait, tu sais quoi, dans la séduction? C'est même pas que genre je voulais plus de copains, c'est que les hommes de mon âge m'ont fait comprendre qu'il n'y avait plus moyen. Et c'était des réflexions? Ouais, des réflexions genre ah mais Julie, putain, si t'avais pas eu ton accident, tu sais que…
toi et moi, ça aurait pu marcher. Putain, quelle cruauté. C'est dur. Ouais. Mais c'est dur, mais vas-y, on parle d'ados qui ont 17 ans. Oui. Aussi, c'est l'âge, mais malgré tout. Et encore, j'estime que j'ai eu de la chance d'avoir été, encore une fois, bien entourée et tout. Je sais pas, tu vois, c'est du coup faire mes premières boîtes de nuit. Faire ma première boîte de nuit, j'avais 17 ans, c'était une copine qui fêtait ses 18. C'est aller en boîte et j'ai toutes mes potes qui sont en robe sur la Côte d'Azur, il fait chaud. Donc moi, je me mets en robe aussi, mais du coup, je mets des collants chers hyper opaques, une robe, et puis je mets une écharpe autour du cou, et puis je mets un petit gilet, tu vois. Enfin, en fait, j'essaie toujours de dealer avec le truc, sauf que j'ai les cheveux courts à ce moment-là. Et donc, je suis en boîte de nuit. Bon, vas-y, quelle idée, en plus, je suis au High Club. Que voulez-vous? Ceux du Sud connaissent, comme nous, c'est une grande boîte à l'époque qui est sur la promenade des Anglais. On grandit, on finit par grandir. C'est le repère de toute la jeunesse niçoise. C'est encore, en vrai, c'est encore. C'est juste qu'on a grandi entre-temps, mais du coup, je suis au High Club et voilà, je suis au bar en train de prendre un verre et tout, et en fait, j'entends donc deux gars qui parlent en mode « Ah putain, t'as vu la meuf et tout ?» Et j'avais une robe trop belle, moulante, puis j'étais gymnaste, donc tu vois, j'étais bien formée, tu vois. Ouais. Et le mec lui répond, mec, t'as vu ses cheveux, genre c'est mort. Tu vois. Et en fait, toi, t'es là, t'as 17 ans. Tu t'en rappelles encore? Bien sûr, je pourrais même te dire le visage qu'ils ont. Genre, mais c'est, tu vois, c'est par chaque petit point comme ça, les potes qui te disent ça, etc., que tu te dis, ok, c'est pas possible, je ne retrouverai pas l'amour, tu vois, c'est inaccessible, c'est pas possible. Et à ce moment-là, en plus, donc j'ai les cheveux courts, je plais plus aux femmes qu'aux hommes. Ok. Tu vois. Et donc il y a forcément un moment où t'as 17 ans et tu te dis, mais est-ce que ça serait pas plus simple? J'ai pas d'attirance pour les femmes, mais je me suis vraiment questionnée sur le truc de est-ce que ça serait pas plus simple de trouver l'amour finalement en t'intéressant peut-être genre au même sexe que toi, parce que les femmes sont plus compréhensibles, plus ouvertes, plus douces, etc. Plus matures à cet âge-là aussi, mais plus ouvertes. Non, mais tu sais, plus ouvertes à la différence aussi. On est d'accord. On est d'accord entre nous. Après, si des hommes nous écoutent, je suis sûre ils ont skippé. Genre, c'est bon, cette vidéo. Il y en a plein autour de nous là, mais ils peuvent rien dire, donc on peut en profiter. Non, mais voilà, tu vois, je pense que je me suis vraiment posé la question et qu'elle était légitime parce que, au fond de moi, j'avais envie de croire que c'était possible l'amour. Moi, j'ai eu raison d'y croire après. Bah oui, alors comment ça s'est goupillé tout ça? Et en fait, mon premier chéri après mon accident, je l'ai rencontré peut-être 2 ans après l'accident. Et ça a été le premier à s'intéresser à moi. Et je me suis dit, waouh. Et les cicatrices posaient pas de problème? Non, tu vois. Et puis je me suis dit, waouh, c'est possible. Alors les cicatrices lui posaient pas de problème, mais en l'occurrence, ça m'en posait à moi. Tu vois, nos premiers rapports, c'était dans le noir. Je me rhabillais avant d'allumer la lumière. C'était trop dur. C'était trop dur. Et puis le laisser toucher ma peau, en fait, tu sais. Laisser toucher un homme, la peau que toi, tu as eu du mal à toucher pendant des années. Tu vois, moi, même pendant des mois, juste prendre ma douche, toucher mes cicatrices ou appliquer de la crème, c'était associé à un geste médical, c'était associé, tu vois, quand tu t'es connu avant, c'est hyper dur de renouer avec quelque chose de nouveau sur toi. Donc voilà, mais ça a été une belle relation. Malheureusement, en fait, c'est l'erreur que j'ai faite dans ces relations. C'est pas une erreur parce que j'en ai beaucoup appris, mais il avait quoi? Il avait 22 ans, moi j'avais genre 18-19 ans. Okay. Et tu sais, c'est placer le très peu de confiance qui te reste en toi, genre le minimum, et lui dire je te donne tout parce que tu es peut-être le seul homme qui voudra de moi. J'aurai peut-être plus personne après toi, donc on va peut-être se marier, avoir des gosses ensemble parce que de toute façon tu es le seul qui veut de moi. Donc je te donne tout et fais-en ce que tu veux. Sauf que quand on donne ça à un homme de 22 ans, ça amène quelque chose de pas très très cool. Ça peut pas marcher. On a quand même des bonnes nouvelles parce que bon, finalement, aujourd'hui, tu es hyper heureuse en amour. Et la deuxième photo que tu m'as amenée, c'est celle-ci. Et bon, alors je te laisse raconter. Bon, tu l'as déjà un peu dit, mais je te laisse quand même raconter cette photo, ce qu'elle dit. Et puis, qui est ce jeune homme sur la photo, qui est d'ailleurs juste derrière moi. Il t'accompagne et il te soutient beaucoup. Oui, exactement. Du coup... C'est vrai, c'est normal. Non, du coup, cette photo, c'est en Australie, là, donc c'est le voyage qu'on a fait en 2024 avec mon chéri, qui m'a demandé en mariage, du coup, en Australie. Merci beaucoup. Et en fait, cette photo, elle représente beaucoup. Elle représente déjà beaucoup pour nous, parce que ça va faire 6 ans qu'on est ensemble et que, en fait, on a grandi ensemble. Il n'y a pas longtemps, tu vois, on se disait, en fait, on s'est rencontrés, j'avais 22 ans, tu vois. Et c'est réaliser qu'en fait, on était des enfants tous les deux et qu'on a construit. Aujourd'hui, moi, j'ai l'âge qu'il avait quand on s'est rencontrés. Du coup, c'est de te dire, on a vraiment construit quelque chose ensemble. On a déménagé, on a acheté notre maison, on a fait les choses toujours comme on l'entendait. On a appris à communiquer, on a appris à se connaître aussi avec, tu vois, nos relations passées. On s'est construit avec tout ce qu'on a vécu. Donc déjà, l'histoire, elle
Elle est belle parce que dans ses yeux, tu vois, je me sens jamais différente. Elle est belle parce que il m'a permis de recroire en un amour qui est sain après d'autres relations que j'avais pu vivre. Est-ce qu'au début, tu avais du mal à croire qu'il puisse te trouver jolie? Non, mais par contre, non, alors, c'est ça qui est assez étrange, c'est que sans ego, sans, tu vois, sans abuser et tout, je me suis jamais trouvée laide avec mes cicatrices. Tu vois ce que je veux dire? Mais aussi parce que peut-être j'ai eu la chance de garder mon visage et de me rattacher à quelque chose. J'avais du mal avec ma différence, avec ce que ça renvoyait, mais je me suis jamais dit, ouais, je suis affreuse, genre je suis vraiment pas jolie, à part quand j'avais vraiment les cheveux courts, mon écharpe autour du cou. Mais il y a un moment, tu vois, quand mes cheveux ont recommencé à pousser et que j'ai recommencé à plaire. Aussi, tu vois, il y a un moment où, quand tu te retrouves un petit peu, comme on disait, tu vois, ce jeu de séduction et que tu comprends que tu plais aussi malgré ta différence, ça te rend même encore plus belle pour toi. Tu te dis, en fait, tu vois, même avec ma différence, ça enlève rien et je peux plaire. Et donc, non, j'avais pas de mal à croire qu'il puisse me trouver jolie. Par contre, j'ai toujours eu genre une peur bleue du fait que, un jour, plus maintenant, mais tu vois, au début de notre relation, qu'il en ait marre de ma différence. Qu'il en ait marre que les gens me regardent, qu'il en ait marre que ce soit un sujet et qu'il puisse genre préférer une fille qui est pas de cicatrice, tu vois. Et ça a été très dur pour moi d'accepter que il voyait pas mes cicatrices en fait. Ok. Il te l'a dit ça, ouais. Bien sûr. Bien sûr. Et puis en fait le truc de mon chéri, donc de Flavien, c'est que en fait il est photographe aussi. Ah oui. Et donc il a aussi, ça a été, tu vois, il m'a pris des milliards de fois en photo. Et donc de toute façon son œil et sa manière de percevoir mes cicatrices a toujours eu quelque chose d'artistique que de fondamentalement genre juste réel et impacté dans la vie, quoi. Et est-ce que vous avez des projets d'enfants? Est-ce que tu te sentirais prête à avoir des enfants? Non, je crois pas. Bah, tu vois, ça va te perdre. Enfin, tu vois, en tout cas, cette demande, juste pour finir, c'est un peu, je peux pas dire une revanche, mais en tout cas, tu sais, c'est un peu l'étoile sur le sapin de Noël. Ouais, bien sûr. Tu vois, tous les gens, tous ces copains qui disaient, Julie, si t'avais pas eu ton accident, c'est un peu, voilà, l'étoile de, en fait, tu vois, t'as beau être différente, en fait, t'as le droit à l'amour. Et comme tout le monde, et c'est le message que, genre, cette demande elle est puissante aussi pour ça. Ça doit se répéter, bien sûr. Bien sûr. Oui. Et après, les enfants, c'est ça qui est très compliqué. Tu vois, je te disais, j'ai encore du mal avec le regard des enfants. Est-ce que c'est ça qui fait que ça me donne pas envie d'avoir des enfants? Il y a peut-être une part de ça aussi. Après, si je dois parler de façon plus réelle et sans parler de moi, le monde dans lequel on est aujourd'hui, il me fait un peu flipper, quoi. Moi, je bade de ce monde. Je bade de pas pouvoir offrir l'enfance que moi j'ai vécue à mon enfant. Ça me fait peur, en fait. Donc peut-être qu'un jour on y viendra, peut-être qu'un jour il y aura un déclic, il y aura quelque chose, l'horloge biologique, comme on dit. Mais t'as pas peur aussi peut-être de transmettre des angoisses, un trauma? On se pose tous la question quand on envisage d'être parent, de qu'est-ce qu'on va transmettre de ce qu'on a vécu. J'ai envie de dire peut-être que tout ça m'est arrivé cet été pour pas transmettre mes traumas aussi si un jour je veux un enfant. C'est vrai. En tout cas, c'est sûr que si j'avais fait un enfant là avec toute la femme que j'étais avant, hyper forte, invincible, c'est sûr que je lui aurais transmis toutes mes angoisses des drames de la vie, tu vois, je me disais, mais ça sert à quoi d'avoir un enfant si, genre, quand il m'appelle pas et qu'il m'a dit je rentre dans 10 minutes et qu'il m'appelle pas au bout de 10 minutes, d'être là en mode c'est horrible. Quand t'es maman, tout est décuplé, j'ai l'impression. Tu sais, je vois mes potes autour de moi. Alors, avec ou sans trauma, je te confirme, cette angoisse, elle existe chez tout le monde. Voilà, genre, avoir des enfants te crée directement des angoisses pour lui parce que tu veux le meilleur pour lui. Moi, c'était pas possible. Donc, peut-être qu'aussi, avant d'imaginer vouloir des enfants, il y avait un gros taf à faire sur moi et peut-être que ça libérera d'autres choses. Peut-être, tu vois. En tout cas, jamais dire jamais, c'est ce qu'on se dit avec mon chéri. Enfin, on n'est pas fermé à l'idée qu'un jour ça puisse changer, mais en tout cas, pour l'instant, on est aligné aussi avec le fait que déjà, on a envie de vivre un peu pour nous aussi. Bien sûr. Voilà. Je voulais savoir si aujourd'hui, tout ce que tu accomplis, tous tes projets, alors je ne sais pas si on peut en parler, mais tu as un gros projet qui arrive pour le début d'année. Qu'est-ce que je peux dire de tout ça sans dévoiler trop? Non, tu peux. Enfin, c'est un projet qui va s'appeler, normalement, qui s'appelle, vu qu'il sera peut-être déjà sorti, mais qui s'appelle À Découvert, et où le but, c'est de recevoir des personnalités publiques et justement de montrer cette vulnérabilité à travers la notoriété. Et c'est un peu, tu sais, tendre une main sur le chemin que j'ai fait cet été et dire venez, tu vois, en fait, venez, on montre. Parce que en fait, dans notre notoriété, on montre souvent les bons côtés. Les réseaux participent énormément à ça. Et il y a ce truc de vouloir dire, mais en fait, on a tous des histoires, tu vois. On a tous des histoires et malgré le fait qu'on peut idéaliser certaines personnes, on est tous passés par quelque chose et c'est ce que j'ai envie de transmettre un peu. Donc, ça sera sur ma chaîne YouTube. Ouais. Et je voulais savoir si tout ce que tu accomplis aujourd'hui, ça a réparé un peu tes parents et ton entourage de tout ce que vous avez traversé ensemble. Ouais, réparer, c'est un grand mot. C'est ouf, hein. Je
pense que ma mère, elle s'en remettra jamais, vraiment, jamais à 100%, parce que ma mère, elle gardera toujours le truc de ça aurait pu être différent, quoi. Je pense que ma mère, pendant très longtemps, peut-être un peu moins aujourd'hui, mais pendant très longtemps, quand elle voyait mes cicatrices, elle voyait que l'accident. Et malgré tout ce que je pouvais en faire, même si je faisais des télés, même si je faisais des couvertures de magazines, bien sûr, elle a toujours été extrêmement fière, mais tout ce que je fais aujourd'hui est aussi la conséquence de l'accident, tu vois. Mais par contre, ils sont irrévocablement fiers. Ils sont fiers parce qu'ils savent combien de fois j'aurais pu abandonner. Enfin, ça a été les personnes les plus proches de moi qui ont vécu mes insomnies, qui ont vécu mes doutes, qui ont vécu, je ne peux pas dire mes pleurs parce que je les ai cachés, mais qui ont vécu en tout cas de très près tout ce que j'ai fait. La fois où j'ai voulu monter mon compte Instagram, la fois où j'ai voulu monter ma société, la fois où j'ai fait ces télés. Et donc, ouais, je pense que pour eux, il y a une fierté qui est absolue à côté de ce que ça aurait pu être en tout cas. Tu sais, on a reçu sur ce plateau, enfin j'ai reçu sur ce plateau Pauline Desrouledes. Tu sais, c'est une championne de tennis fauteuil. Elle a eu un accident, elle a perdu sa jambe. Elle a été fauchée par un conducteur de 90 ans qui n'avait plus du tout la capacité de conduire. Et du coup, on s'interrogeait beaucoup sur, tu sais, est-ce que cette épreuve a un sens? Est-ce que les épreuves ont un sens? Est-ce qu'on peut dire ça? Parce que finalement, on préfère quand même, quand on vit une épreuve comme ça, qu'elle soit jamais arrivée. Tu t'interroges, toi, là-dessus? Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je dis souvent que ce qui arrive, dans ce qui t'arrive, le plus important, c'est ce que t'en fais en fait. Tu vois, c'est donner un sens à ce qui t'est arrivé. Pour moi, ça te permet de le transcender. Alors après, tu as des personnes qui le transcendent complètement différemment en mettant l'accident de côté, comme si c'était pas arrivé. Ils en font pas un point central de leur vie. Moi, je sais que avoir donné un sens à cet accident, l'avoir appelé par 12 février, avoir redéfini la date de mon accident, tu vois, que ça reste pas que 12 février. Aujourd'hui, quand on dit 12 février, c'est la jeune femme qui a été brûlée et qui aide d'autres personnes à s'accepter. Si avant 12 février, tu te disais ça à mes parents, c'était la date de l'accident, tu vois. Et donc, ouais, je pense que moi, c'est ce qui m'a aidé à vraiment me relever, quoi. Alors, il y a une personne qui est arrivée juste après quelqu'un qui est arrivé juste après le 12 février. C'est la dernière photo que tu as choisie. Ouais. Alors, parle-nous de lui. Alors, je ne sais pas si c'est un mâle ou une femelle. C'est un mâle, ouais, c'est Iron. Ouais. Iron, bah, du coup, c'est... Tu l'as appelé Iron, ouais. L'acier. Exactement. Ouais. Iron, c'est mon chien et on me l'a offert quand je suis rentrée de l'hôpital. Mes parents s'étaient dit que ouais, ça serait un réconfort et ça serait quelque chose qui me donnerait envie d'être à la maison et de surmonter aussi tout ce qui s'était passé. Et ils ont vu juste en fait, parce que étant donné que j'ai préservé mes parents, bah, comme je te disais, tu vois, de tous mes doutes, toutes mes craintes et que j'ai pas souvent exprimé à quel point cet accident il me défonçait. Tu vois, mes parents, ils ont appris avec mes interviews, par exemple, ce que me disaient les garçons. Okay. Jamais je rentrais chez moi en disant maman, j'ai un copain qui m'a dit ça parce que ma mère elle souffrait trop et c'était trop dur. Donc je les ai préservés de tout ça. Et Iron, ça a été. C'est à lui que tu as tout raconté. Il a tout pris, quoi. Il a tout pris. Il a tout pris. C'était le chien qui montait dans mon lit et je pleurais dans ses poils, tu vois. Genre, et on soupçonne pas à quel point l'amour d'un animal peut être pur et peut être puissant et ça aide à la réparation du trauma. On en parle beaucoup, hein. J'ai fait une interview hier et la journaliste disait c'est des bêtes à chagrin, mais enfin vraiment c'est ça, quoi. Ils nous font jamais de mal, ils nous font du mal que quand ils partent et encore. Iron est parti l'année des 10 ans de l'accident, donc il est parti en janvier et mon accident donc le 12 février, quelques mois après, ça faisait 10 ans. Et il est vraiment parti dans un truc de c'est bon, j'ai fini, quoi. Ma mission, c'est bon, en fait. Là, tu peux gérer toute seule. Et en fait, il est parti. Et quand il est parti, bah, j'ai acheté ma maison, je me suis coupé les cheveux. Je venais de sortir un livre, tu vois. Enfin, tout s'est aligné et ils nous font de la peine. Je disais, ils nous font de la peine que quand ils partent. Et encore, même dans son départ, il a été incroyable et il m'a protégée. Il était chez mes parents, tu vois. Donc, il a attendu que je revienne pour partir. C'était ma pire crainte de me dire, putain, genre si je peux pas être là à ses côtés alors que lui, il a été là toute ma vie. Et en fait, il m'a attendu jusqu'à la dernière minute pour que je sois là avec lui. Enfin, bah, c'était magique, tu vois. Dans son départ, il y avait quelque chose de doux, d'apaisé aussi. Et du coup, ça m'a permis aussi de transmettre sur ça. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui m'ont écrit quand Iron il est parti, qui savaient le lien qu'on avait du coup sur les réseaux et qui me disaient
Merci d'en parler parce que je me sentais ridicule de pleurer pour mon chien ou pour mon chat. Et en fait, j'expliquais qu'il n'y a pas, tu vois, enfin, la perte animale, elle n'est pas moins importante que la perte humaine. Et je sais que là, il y en a qui vont m'écouter et qui vont me dire, c'est tellement vrai. Et il y en a d'autres qui vont m'écouter et qui me diront, meuf, ça va, c'est un chien, tu vois. Mais on peut comprendre que quand on le vit vraiment. Quoi. Ouais, c'est sûr. Aujourd'hui, quel step il te reste à franchir? Beaucoup. Ouais, beaucoup. Mais tu vois, c'est assez marrant. Pour la première fois de ma vie, je dirais que j'ai des projets, mais je me mets plus d'objectifs, de barrières. Je me dis, tu sais quoi, pour une fois, avance. Easy, Ouais, facile. go with the flow, tu vois. Genre, pour une fois, déjà, prends soin de toi, pose-toi. Ça fait 10 ans que tu touches pas terre. Genre, juste déjà, marche tranquille et ça va bien se passer. Enfin, il y a vraiment, je pense, aujourd'hui, une volonté d'être juste dans l'instant et de me dire que déjà, tout ce que j'ai accompli, c'est déjà bien. Ouais. Tu vois, essayer d'arrêter de chercher le toujours plus. Il y a un truc, tu vois, avec l'accident, c'est d'avoir frôlé la mort. Ouais. Fait que du coup, je me rends compte de l'importance de la vie, mais fait que je me sens redevable d'être en vie. Parce que étant donné que je sais à quel point elle est fragile, je veux la vivre à 10 000%. Mais en fait, est-ce que ce 10 000%, il est vraiment sain à un moment, tu vois, d'aller chercher du toujours plus dans tout, sans au final réaliser une seule seconde tout ce que tu as déjà accompli, qui est déjà énorme. J'aurais pu aussi, tu vois, avoir mon accident, le mettre de côté et avoir une vie normale et j'aurais été très heureuse. Là, aujourd'hui, ce que j'en fais, aider d'autres personnes, transmettre, vouloir monter, tu vois, enfin, là, dans mes projets à court terme, je voudrais monter des retraites aussi, faire des cercles de femmes. J'ai besoin d'humains. En fait, aujourd'hui, c'est ça, tu vois. Je pense que c'est plus arrêter de chercher le toujours plus, mais par contre, créer de l'humain. J'en ai un peu marre, je te disais, d'être 12 février et j'en ai un peu marre d'être derrière les écrans, tu vois. Aujourd'hui, je pense que j'ai besoin de concret, j'ai besoin d'apporter différemment. Et surtout, j'ai besoin d'apporter sans être 12 février. Tu vois, j'ai besoin d'apporter sans être forcément sur le devant de la scène pour une fois. De me mettre en retrait. Donc, par exemple, sur un découvert, en me mettant de l'autre côté, c'est moi qui pose les questions, c'est moi qui amène. Et sur un cercle de femmes, en fait, j'ai besoin d'être avec elles, tu vois. C'est quoi ta définition du bonheur aujourd'hui? Être aligné. Être aligné, être en paix, en fait. Tu vois, on parle souvent, genre, de est-ce que tu es heureuse? Pour moi, la vraie question, c'est est-ce que tu es en paix? Est-ce que tu es en paix avec toi-même? Parce que le bonheur, c'est quelque chose d'un peu éphémère que tu vas aller chercher par quelque chose. Tu vois, dans une de mes interviews il n'y a pas longtemps, je disais bah ouais, j'avais cet objectif-là et puis je l'ai eu. Et puis derrière, voilà, il était parti. Alors que j'avais l'impression que ça me rendrait heureuse d'avoir ça. Et en fait, quand tu réalises déjà tout ce que tu as accompli, c'est juste être en paix avec ce que tu as accompli. Et je pense que c'est encore plus significatif que le bonheur de manière générale. Merci beaucoup, Julie. Merci.